Aujourd'hui, l'ANSSI le souligne notamment, les évolutions technologiques, les évolutions d'usage, hem, font que, la politique de sécurité, ne doit pas s'arrêter, au simple fait, d'être un utilisateur dans son réseau d'entreprise avec son poste. Ça va au-delà, l'usage, de services, dans le cloud, de services SaaS, l'évasion, vers le cloud remet en cause, cette sécurité qu'on appelle périmétrique. C'est aussi, l'intensification du télétravail qu'on a tous connu depuis maintenant, 4 ans. L'usage de devices, variés, que ce soit des usages, professionnels, mais également, le BYOD, avec des terminaux, personnels. Tous ces points font que, la sécurité ne doit pas se concentrer sur le réseau d'entreprise où, voilà, auparavant, comme je le disais, on avait, son système d'information dans son data center et une fois que j'étais dans mon réseau, j'étais, on va dire en sécurité. Aujourd'hui, la sécurité doit s'appliquer, à tous les niveaux et du coup, si je reprends, le thème de notre webinaire, la pierre angulaire de cette sécurité devient l'identité et son contexte d'accès. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, l'accès aux ressources, déjà les ressources sont variées en interne, en externe, doit être, heu, contrôlé, accordé selon le réel besoin, hein, enfin je rappelle, aussi un point important du zéro trust, c'est le zéro trust, c'est l'application du moindre privilège. Donc on ne fait confiance ni à «l'utilisateur», enfin entre guillemets, hein, je parle, mais ni à l'utilisateur qui va se connecter, ni au device depuis lequel il va se connecter. Hem, donc l'idée, c'est d'apporter un contrôle vraiment continu. Donc l'accès aux ressources doit être accordé de manière contrôlée. Est-ce que l'accès aux ressources, parce que l'utilisateur qui demande accès à une ressource en a bien le besoin? Augmenter le niveau de sécurité sur l'accès à ces ressources. Est-ce que je suis en télétravail? Est-ce que je suis, dans mon réseau d'entreprise? En fonction de ces contextes d'accès, l'accès aux ressources doit être, plus ou moins sécurisé. Les demandes d'accès doivent être contrôlées également, à tous les niveaux, que je sois un utilisateur en interne, mais également en externe. Alors en externe, ça s'applique un petit peu plus, forcément, on va demander peut-être un peu plus de contrôle si je suis un prestataire extérieur, si je suis un client qui doit accéder à mon système d'information. Mais c'est valable aussi pour ces utilisateurs internes. Encore une fois, si je suis dans un contexte, de mobilité, je dois avoir un accès peut-être plus contrôlé, que lorsque je suis, sur mon réseau d'entreprise. Un autre principe du zéro trust, c'est l'aspect de l'authentification et des autorisations d'accès. Ces authentifications, ces accès qu'on a autorisés à un moment donné doivent être régulièrement réévalués, rechallengés. Est-ce que, l'accès qui a été donné à telle personne à un instant T, doit toujours être avéré, quelques mois après, par exemple, quelques semaines après? Donc c'est vraiment se poser les questions de: «Est-ce que les accès qui sont donnés soient bien toujours légitimes, ou pas?» Un autre point important, c'est l'aspect dynamique de la politique, de gestion, en mode zéro trust. C'est je dois adapter mes accès, en fonction de mon contexte. Alors mon contexte, ça peut être, j'ai changé de fonction dans mon entreprise, je suis passée de commercial à comptable, donc je dois avoir des accès et des droits, qui s'ajustent et je dois pas cumuler les droits. C'est encore une fois, je prends l'exemple du télétravail, mais c'est assez parlant. Je suis en télétravail, donc potentiellement, j'ai peut-être un accès différent que lorsque je suis, dans mon entreprise. Donc cette politique d'accès doit s'adapter aux différents contextes, ou un contexte, aussi, je subis une crise cyber dans mon entreprise, l'accès aux ressources doit dynamiquement être modifié pour peut-être restreindre encore plus, les accès. Et puis le dernier point du zéro trust, c'est veiller, de manière plus accrue à la sécurité, lors des accès, que ce soit lors des demandes d'accès, donc on est toujours, hein, dans le renforcement, de l'authentification, renforcement de la demande d'accès, vérifier que l'accès soit bien, légitime, soit la bonne personne qui cherche à se connecter, mais c'est aussi pendant l'usage. Donc là, on peut avoir des approches d'authentification continue. Par exemple, vérifier que l'utilisateur qui utilise, la ressource dont il a eu, accès, dont on lui a autorisé l'accès, soit bien toujours le même utilisateur. Donc c'est vraiment renforcer la sécurité à tous les niveaux, hem, quand on cherche à appliquer une politique de gestion, d'accès, zéro trust.
Hem, comment on va intégrer, comment ça va se traduire ensuite dans un récit, on va dire, traditionnel? Hem, Ça va commencer par un aspect de gouvernance, heu, plus plus profonde, améliorée, de l'identité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement d'être sûr qu'une identité qui cherche à accéder à une ressource, bah, on ait bien la garantie que cette identité, est bien légitime à avoir accès à cette ressource. Et pour ça, derrière, c'est un référentiel d'identité sain, et qui soit le reflet de la situation, on va dire courante, de ses collaborateurs ou de ses utilisateurs. Parce qu'on peut ne pas parler que de collaborateurs, mais aussi, de prestataires externes, de clients, et cetera. Donc c'est être sûr que voilà, l'identité qui cherche à se connecter, bah, voilà, est bien actif, est bien toujours sous contrat, par exemple dans l'entreprise ou est bien toujours au poste occupé pour accéder à cette ressource. Hem, le zéro trust, pour l'intégrer dans son récit traditionnel, c'est aussi, cloisonner, l'accès aux ressources de manière plus granulaire, plus dynamique. Alors si on fait le parallèle à une gestion d'accès, on va dire applicative, c'est, bah, je ne fais pas que donner un accès oui, non, à mon ERP par exemple, mais, c'est aussi, je donne accès à mon ERP avec des droits fins dans l'application. Parce que je suis commerciale, donc je ne dois avoir accès, qu'à la partie, suivi de la relation client de mon ERP. Je ne dois pas avoir accès à la facturation, à, à la partie gestion de prod et cetera. Donc c'est vraiment aller assez fin dans l'accès, aux ressources et encore une fois de manière dynamique, hein, bah, c'est de pouvoir, si je change de service ou je change de filiale, mes accès, à ces ressources doivent être, comment dire, adaptés. Hem, c'est aussi, le zéro trust, la mise en place dans votre système d'information, de moyens d'authentification à l'état de l'art. Alors le zéro trust, derrière sur tout ce qui va être authentification, ça va être, bah, bien sûr, l'usage du MFA, en externe, mais aussi en interne. L'usage de protocoles sécurisés, d'authentification, d'adapter les moyens d'authentification, selon les contextes d'accès. Si je suis en externe ou en interne, j'aurai peut-être des MFA différents. En fonction des populations, si on ouvre notre système d'information, hem, à des personnes extérieures, type, des clients par exemple, bah, on va chercher à renforcer l'authentification tout en simplifiant aussi peut-être l'authentification. Donc c'est tous ces enjeux-là aussi, qui sont intégrés, dans cette politique zéro trust. Il y a aussi la partie authentification au-delà, du simple accès. C'est aussi le zéro trust, renforcer les moyens de détection dans son récit traditionnel. Renforcer les moyens de détection, c'est quand on parle par exemple de contexte d'accès, c'est aussi, bah, si je me connecte depuis un poste, qui ne respecte pas la politique de sécurité, je vais être en mesure de le détecter et à partir du moment où je vais le détecter, je vais adapter, l'accès aux ressources. Si je suis sur un poste non maîtrisé avec un antivirus non à jour, bon, bah, peut-être que je vais pas pouvoir me connecter, ou alors je vais pouvoir me connecter, mais uniquement à, 2 applications moins critiques que, mon ERP et ou une application, qui traite des données sensibles. Donc c'est aussi ça, c'est pouvoir détecter, hem, les usages et potentiellement des usages qui pourraient être, des failles de sécurité. C'est aussi détecter des écarts, par exemple. J'ai un écart entre, bah, théoriquement, telle personne doit avoir accès à telle, ressource et puis je vois dans mon référentiel d'identité, enfin dans mes applications plutôt, qu'elle a aussi un compte dans une autre application. Je mesure les écarts et ensuite, j'ajuste ma politique, d'accès, en fonction de ces écarts. Et le dernier point important, alors qui est vrai dans beaucoup de projets, cyber, et même au-delà des projets cyber, c'est la conduite du changement. Une politique, de gestion d'accès zéro trust, c'est quand même très culturel. C'est-à-dire on va d'une manière générale restreindre, les accès pour les utilisateurs. Donc il faut aussi les accompagner dans cette politique-là, et les sensibiliser sur, l'impact d'un accès peut-être un peu trop élargi, quand on est, à distance. Jusqu'ici, avec une politique zéro trust, on va restreindre ses accès parce que, il faut que le niveau de sécurité soit optimal pour éviter, d'être face, à une crise cyber
comme on peut en voir, dans la presse. Hem, on voulait mettre en avant, sur ce webinaire aussi, un modèle de maturité du Zero Trust qui est établi par le CISA, donc c'est l'équivalent de l'ANSSI, américain aux États-Unis, qui d'ailleurs impose à toutes les administrations, centrales américaines de mettre en place, une politique, de gestion des accès, Zero Trust. Dans ce modèle de maturité, ils identifient 5 piliers, dont le premier est l'identité, avec des fondations et vous voyez la 1re brique des fondations, c'est la gouvernance. Donc c'est ce qu'on va pouvoir illustrer après, sur la suite de ce webinaire. Ce que dit également, enfin ce que décrit, le CISA, c'est différents, niveaux de maturité, de l'application du Zero Trust. L'application du Zero Trust, hein, ça reste, on va dire quelque chose de graduel, hein. Du jour au lendemain, on n'est pas compliant Zero Trust, vous l'avez vu, ça touche vraiment plusieurs briques du système d'information. Et dans ce niveau de maturité, on part du traditionnel où globalement on va mettre en place des accès plutôt statiques, plutôt, des accès permanents. On va traiter de l'authentification, on va dire basique, du mot de passe, un peu de MFA et hem et on va gagner en maturité pour arriver sur un niveau optimal en mettant en place de l'automatisation, en mettant en place, des accès dynamiques. Tout ce qu'on vient de dire, hein, précédemment, hein, globalement, en vérifiant de manière continue l'identité. Donc tout ça, voilà, permet de gagner en maturité. Et pour le premier pilier qui nous intéresse pour ce webinaire qui est l'identité, pour gagner en maturité, du Zero Trust, sur une politique de sécurité basée plutôt sur l'identité, on va dire son contexte d'accès. Pour gagner en maturité, ça passe par gérer ces identités, par la mise en place d'une solution d'IGA qui va permettre en fait, hein, de répondre à 2 grands enjeux. Si j'avais à synthétiser les enjeux du Zero Trust en matière de sécurité basée sur l'identité, c'est globalement, s'assurer de donner le bon droit aux bonnes personnes au bon moment. Et puis d'assurer de la gouvernance, sur cette partie, identité et accès au système d'information. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie, du webinaire. On va faire un focus donc sur ces 2 enjeux. Donc le premier qui est, de s'assurer de donner les bons droits, aux bonnes personnes et je rajouterais au bon moment. Et on va illustrer en fait, hein, ces enjeux par des cas assez concrets, qu'on va vous présenter, et qu'on traite au travers de solutions d'IGA et notamment au travers de la solution de Systentia, Identity, qui est la solution d'IGA de notre portfolio. Donc un des points qu'on a voulu mettre en avant et qui rentre, à 100 dans la politique d'accès Zero Trust, en tout cas quand on veut être dans cette démarche-là, c'est la gestion très fine des habilitations. Comme je le disais, tout à l'heure, l'accès aux ressources, doit être traité de manière granulaire. Donc doit être traité, pas que, avec, comment dire? Parce que j'occupe un rôle ou une fonction, mais également parce que je réponds à certains attributs ou parce que j'appartiens, à une certaine structure, une filiale, une place dans l'organisation. Donc la gestion fine des habilitations passe par justement cette combinaison de plusieurs éléments qui fait qu'on va donner à une population, à un utilisateur, un droit, un accès, et à un moment donné. L'idée de gérer finement ces habilitations, c'est, déjà d'augmenter, hein, bien entendu, la sécurité, d'être sûr de donner, encore une fois, les bons droits aux bonnes personnes. Et puis derrière, un outil d'IA va permettre d'avoir de l'automatisation et quand on parlait de maturité, du Zero Trust en matière, de gestion des identités, voilà, il y a cette notion d'automatisation. C'est, d'aller chercher, de l'automatisation dans cette gestion d'habilitation. Karine, je vais te laisser la main sur, enfin le commentaire voilà, de l'application de ce cas d'usage, en tout cas de la création d'une règle. Je lance la vidéo et je te laisse, commenter Oui. Karine.
Donc ici, on crée une règle d'habilitation, donc là, dans notre cas, pour donner des accès, à l'ERP pour les comptables à Paris. Donc ça se fait en 3 étapes. La première, c'est à gauche, je sélectionne mes critères qui va filtrer donc les identités qui vont rentrer dans la règle. À droite, je vais sélectionner les accès que je souhaite, donner, hein. On peut en sélectionner un ou plusieurs sur plusieurs applications. Je crée ma règle et en troisième étape, je vais venir appliquer ma règle à une structure. Donc c'est là où on fait référence au modèle Orbach, par exemple. Donc comme je vais les donner à Paris, je sélectionne ma structure Paris. Au moment de valider la règle, là, je vais pouvoir afficher mes impacts pour contrôler les personnes qui vont rentrer, d'ores et déjà dans la règle de par, leurs informations, déjà connues par Identity. Et donc une fois que c'est validé, la règle est appliquée et les droits sont donnés aux identités qu'on a pu voir dans la liste. Je me permets de revenir sur alors je voulais revenir, mais pardon. Je voilà, je voulais revenir juste ici. Ah, excusez-moi. Voilà. Ah non. Voilà, sur les impacts, ce qui est important avec une solution d'IGA, c'est on va chercher à automatiser, mais on va avoir aussi cet aspect contrôle, comme on le disait en préambule. Le zéro trust, c'est donner les bons accès, au bon moment, mais c'est aussi pouvoir contrôler ces accès. Donc là, typiquement, un calcul d'impact sur une règle d'habilitation, bah, ça permet de vérifier que la règle qu'on est en train de créer, bah, impacte les bonnes personnes. Parce qu'on peut, paramétrer une règle, en pensant que ça va impacter 5 personnes et au final, on voit que ça impacte toute la structure. Donc là, ça permet de réfléchir et de challenger justement, cette règle pour la revoir par rapport, aux éléments qu'on a pu se fixer, en cible. L'autre sujet qu'on voulait également aborder, c'est que c'est bien enfin le zéro trust nous dit on doit, automatiser, ajuster les accès, en fonction des personnes, et cetera. Mais dans la réalité, on le sait tous et il faut pas l'oublier, on a besoin de donner unitairement, à un instant T, des droits à une personne parce que cette personne, bah, travaille sur un projet spécifique et doit avoir besoin, d'accéder à une application spécifique qu'il n'a pas, n'est pas dans son scope habituel. Donc ça va être c'est le quotidien, hein, de la gestion des droits. Donc une solution d'IGA permet aussi de gérer, l'ajout, ce qu'on appelle discrétionnaire. Mais l'intérêt, de le gérer au travers d'une solution d'IGA, c'est d'une part, on va avoir la traçabilité, donc on va pouvoir facilement identifier quels droits ont été donnés, de manière unitaire et on va pouvoir aussi ajouter de la temporalité et c'est là où le zéro trust intervient. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, faire du juste à temps et limité dans le temps. C'est-à-dire que si on sait que c'est sur un projet, si on prend l'exemple de projet, qui dure 3 mois, bah, cet accès, on va le donner pour 3 mois et au bout des 3 mois, l'accès va être déprovisionné. Donc on est sûr qu'au bout de 3 mois, la personne ne va pas continuer à avoir, un accès, dont elle n'aurait plus, le besoin. Heu, je passe sur l'illustration. Karine, je te laisse encore Oui. une fois commenter. Donc ici, on va prendre le cas, d'Emily Smith, hein, donc un utilisateur dans la base, OK, à laquelle on va vouloir lui ajouter un droit manuel. Donc on va venir choisir un droit toujours dans le RP, gestion des devis et donc là, comme l'a dit Harmonie, on vient mettre une date de début et une date de fin. Donc ça permet de pouvoir donner le droit à partir d'une date, la date de début si on en saisit une et surtout jusqu'à une date de fin pour ne pas lui donner un droit tout le temps où l'identité va être présente. C'est une date qui pourra être prolongée et s'il y a besoin ou redemandée, plus tard, si le besoin est de nouveau là. Donc ici, on voit que le droit est ajouté. Il n'est pas encore provisionné dans le RP, ça on le voit par la pastille rouge. Donc à la prochaine synchronisation, le droit sera provisionné et la pastille deviendra verte, comme les autres. Voilà, parce qu'il y a bien 2 sujets dans l'IGA. Il y a le côté théorique, je calcule les droits, je donne les droits de manière théorique et je provisionne après de manière réelle, dans mes applications. Autre sujet et sujet qu'on rencontre également tous quand on s'attaque à la gestion des habilitations, hem, c'est pouvoir,
modifier dynamiquement les accès d'une personne en fonction de sa situation et sa situation, alors ça peut être une arrivée et un départ, ça c'est on va dire, peut-être le plus simple à gérer, mais c'est aussi, dans le cadre d'une mutation, d'un changement de fonction. Je change de service, je change de filiale, je passe, d'une fonction de comptable à assistant RH. Il faut être en mesure, si on veut respecter, cette politique de gestion zéro trust, d'ajuster les droits et les accès aux ressources, de cet utilisateur qui est amené, à changer de fonction dynamiquement, pour éviter le cumul des droits, hein. Typiquement, c'est éviter qu'un collaborateur, même si c'est un peu moins vrai maintenant, fait 30 ans de carrière, chez vous, hem, pendant 30 ans, il est potentiellement passé, par plusieurs services, qui cumule l'accès, sur l'ensemble des services sur lesquels il est passé et qui se retrouve à avoir un accès très large au système d'information, alors qu'aujourd'hui, son poste ne le nécessite pas. Donc c'est en termes de sécurité, être sûr que, bah, voilà, la personne qui occupe un poste a bien, les bons droits et puis c'est aussi assurer de la continuité de service en cas de mutation et une solution déjà, le permet. On va l'illustrer justement avec, avec ce prochain, cas d'usage. Donc, ici, on va prendre l'exemple de Marion Garp, donc qui est comptable aujourd'hui, à Paris et donc qui a des droits dans l'ERP, qui ont été donnés par règle et un droit manuel. Donc elle va changer de poste, donc elle passe de comptable à assistant RH et là, à la validation, on va retourner dans l'onglet droits, on va pouvoir voir qu'elle a perdu ses droits dans l'ERP. J'anticipe un peu, donc voilà, ici, donc on voit qu'elle a perdu ses droits dans le RP, ces droits qui avaient été donnés par règle d'habilitation. Elle garde son droit qui, lui avait été donné manuellement. D'ailleurs, on peut voir une date de fin au 31 juillet, donc voilà. Donc ça, c'est un droit que comme il a été donné manuellement, si on veut lui retirer, il faut le retirer manuellement. Après, on va le voir dans les scénarios futurs qu'il y a, également d'autres solutions et Là, donc oui. oui, pardon, je te coupe, Karine, un enjeu de la mutation, c'est aussi de pouvoir assurer des périodes de transition. Hem, L'intérêt d'une solution d'IGA, c'est aussi de pouvoir, déterminer peut-être que, l'utilisateur Marion Garp, finalement, a besoin de garder, ses accès, comptabilité Paris, pendant, 1 semaine, le temps qu'elle passe, d'un poste à l'autre. Donc ça, c'est des choses qu'on peut également, gérer, notamment avec, la possibilité de gérer des dates de début et de fin, sur l'affectation de droits. Ce qu'on appelle des périodes de transition, de tuilage ou de biseau, heu, ça dépend comment on le précise. Hem, une solution d'IGA, là, on le voit, voilà, les cas d'usage sont illustrés, au travers, principalement des interfaces, de la solution d'IGA. Mais, il ne faut pas perdre à l'esprit qu'une solution d'IGA va s'interconnecter avec votre écosystème. Donc dans un idéal, hein, un changement par exemple de fonction, n'est pas forcément fait directement dans l'application, d'IGA, mais, peut-être dans l'outil SIRH et c'est l'outil d'IGA qui va aller, solliciter, consulter l'outil RH pour aller chercher l'information, et mettre à jour ensuite la politique de droit. Donc on peut aller vraiment très loin, dans l'automatisation, et toujours encore une fois pour gagner en maturité, sur ce modèle zéro trust où la cible finale c'est d'automatiser un maximum, hem, les accès tout en les contrôlant. Alors l'autre enjeu, de la mise en place, de la mise en œuvre d'un outil d'IGA pour répondre aux politiques de zéro trust, comme je le disais, tout à l'heure, c'est aussi assurer de la gouvernance sur le système d'information, sur ses accès, sur ses identités. Donc comment ça se traduit avec la mise en place, d'une solution d'IGA? C'est par exemple, le fait de pouvoir permettre la réalisation de campagnes de recertification. Une campagne de recertification, ça permet de maîtriser, de contrôler les droits qui sont donnés, et y compris les droits unitaires dont on a vu tout à l'heure. On a notre modèle, on va dire, de règles de gestion qui est paramétré, alors qui peut être challengé, hein. C'est pas parce qu'on fait une règle à un instant T qu'elle va être valide, ad vitam aeternam. La vie des sociétés fait que, potentiellement, on peut remettre en cause une règle, et c'est aussi pouvoir contrôler les droits unitaires qui ont été donnés. Donc ça permet de pouvoir vérifier fréquemment que, les accès qui sont donnés, sur certaines applications, à certaines personnes soient bien toujours légitimes
Et ça, typiquement, hein, certaines structures, ont des obligations réglementaires de faire des campagnes de recertification, de recertifier ses droits. Je pense aux OIV, aux SE, dans le monde de la santé, par exemple, dans le monde bancaire également. Et c'est des contenus qui sont, souvent demandés aussi par certains, auditeurs externes. Donc une solution d'IGA, étant donné qu'on centralise toute cette gestion, bah, permet facilement de pouvoir lancer ce genre de tâches. On va l'illustrer justement par 2 vidéos. Karine, je te lance Oui. la première. Donc la première, bah, on va créer une nouvelle campagne de recertification. Donc, dans la création, on va venir choisir là où les applications, à laquelle on veut l'appliquer. Donc là, on va reprendre notre exemple, de l'ERP. Donc je vais venir, simplement sélectionner mon application. On peut configurer des notifications, si on le souhaite. Donc ici, on va retrouver, l'ensemble des habilitations, donc liées à l'application dans laquelle on a voulu, donc qui ont été configurées pour rentrer dans des campagnes de certification. C'est pas une obligation, donc c'est-à-dire qu'on peut choisir les droits, plus haut, enfin considérés plus haut privilège, par exemple. On peut tous les mettre, il y a pas de souci, et donc on retrouve chaque personne qui possède ces habilitations dans cette campagne, qui ensuite va être traitée par un valideur. Donc, là, on va passer sur la deuxième Ouais, vidéo. je complète juste, ce qu'on a voulu mettre en avant ici, c'est qu'avec une solution d'IGA comme System Identity, vous voyez, c'est assez simple de faire une campagne et d'identifier, et de pouvoir justement, demander une validation de l'ensemble des accès. On voit facilement, voilà, tous les accès qui sont donnés, pour l'ERP, avec le profil de création facturation, avec le profil de facturation, et cetera. C'est assez simple, vous voyez, en quelques clics, on arrive à avoir les données. C'est l'intérêt aussi d'une solution d'IGA, c'est de centraliser, tout cela. Alors je crois que c'est la même vidéo. Ouais, parce que quand je reclique, alors attendez, hop, voilà, là on doit être sur la deuxième vidéo. Non, Non, c'est toujours la toujours première. pas. Pardon. Voilà, Voilà. et là. Donc là, comme je disais, donc là, je vais me connecter, je me connecte avec, bah, le compte du certificateur, qui est en l'occurrence là, le responsable applicatif ERP. Donc C'est haut je du viens compte, sur on ma voyait dans campagne. Je viens, sur ma campagne, je retrouve, donc les éléments qu'on a vus avant. Une campagne de certification, ça se fait en 2 temps. Donc on va choisir dans un premier temps, les personnes, par exemple, à qui on veut refuser les droits. Donc là, on l'a fait pour Marion Garp, hein, parce que si vous vous souvenez, elle avait toujours son droit, gestion des devis, alors que, bah, elle a changé de poste, donc elle ne devait plus l'avoir. Donc là, je suis venue refuser, et ensuite, sur la deuxième étape, bah, les autres personnes, je considère qu'elles doivent conserver le droit, donc je vais venir sélectionner, les personnes restantes, et donc je vais certifier les droits, donc je vais autoriser ces personnes-là à les conserver. Donc si je retourne, sur ma fiche Marion Garp, on va pouvoir voir que, bah, le refus qu'il y a eu, le blocage, il est matérialisé donc par une, pastille mi-verte, mi-noire, ça a été vite. Heu Et donc, mi-verte, mi-noire, c'est parce que ça avait pas encore été reporté dans le l'ERP. Après, j'ai lancé l'exécution de la tâche pour faire le provisioning, et donc la pastille est passée noire, pardon, parce qu'elle était bien déprovisionnée. Donc le noir, signifie bien le blocage du droit, et là, on voit que, ça a été bloqué, lié, suite à la campagne, de certification qui vient d'être réalisée. On voit ici vraiment 2 aspects, hein, le côté automatisation, parce que j'ai eu une action à un moment donné qui m'a, on va dire, bloqué le droit. Hem, Ça l'a appliqué, directement sur le référentiel, et l'aspect, on va dire gouvernance, centralisation. On retrouve, dans l'outil d'IGA, la possibilité de rapidement, contrôler, les accès qui sont donnés sur une application. Autre sujet quand on parle de gouvernance, vous avez, peut-être vous êtes déjà posé cette question-là, on automatise des droits, on automatise, des habilitations. Pour autant, il y a certains droits qui peuvent être conflictuels, hein, et c'est là où on va parler de SOD, de segregation of duty, de séparation de droits. C'est-à-dire qu'un outil d'IA va vous permettre de faciliter cet aspect-là,
parce qu'on va pouvoir configurer des droits qui sont conflictuels. Donc un droit qui est conflictuel, on va pouvoir le bloquer et du coup éviter qu'un utilisateur, puisse à la fois, créer des factures et les valider, par exemple. Donc c'est ce qu'on va voir également, dans la prochaine vidéo que je Donc lance tout de suite, voilà. donc ici, je reprends mon exemple de Emily Smith. Donc, là, je viens lui ajouter un droit manuel. Donc je vais choisir le droit valideur, de facture. Donc à la validation, on va revenir donc sur l'onglet droit calculé. On voit une pastille noire et donc quand on se positionne sur la pastille noire, on voit que le droit, il a été bloqué par règle de SOD. Donc c'est une règle de SOD qui a été préalablement, configurée, et donc en fait, c'est le droit de création de facturation qui est primaire par rapport au droit de valideur, de facture. Donc ce droit ne sera jamais provisionné dans l'ERP parce qu'il est bloqué. Le temps que Emily Smith conserve son droit de création de facturation. Si, admettons, on changeait la règle d'habilitation pour lui retirer ce droit ou par une autre manière, donc son droit de valideur de facture, là, pourrait être débloqué et être provisionné Activé, dans le RP. c'est ça. Donc encore une fois, on est dans une démarche dynamique. C'est que pour le moment, il est bloqué parce que la règle de SOD est appliquée. Demain, Emily Smith n'a plus, le profil création de facture. Ça va dynamiquement mettre à jour, le droit et le débloquer pour la partie validation de facture. Autre sujet sur la partie gouvernance, le fait de mettre en place un outil d'IA, vous l'avez compris, on centralise la gestion des accès, on centralise, hem, les identités. Donc ça va nous permettre d'établir un certain nombre de rapports, d'audits, parce que l'idée de centraliser, c'est d'avoir du coup tout au même endroit et de pouvoir exploiter ces données. Un des audits ou un des rapports les plus, on va dire les plus demandés ou les plus intéressants, ce sont les comptes orphelins. Un compte orphelin, c'est un compte qui est dans une application, et qui n'a pas de correspondance d'identité. Très clairement, c'est une faille de sécurité. Ce compte-là peut, être peut-être plus facilement piratable, on peut avoir plus facilement une usurpation d'identité sur ce compte-là. Et ça peut être aussi, tout simplement une question de gestion, on va dire, financière, et de parc licence, dans le sens où, des comptes dans une application cible qui, utilisent une licence alors que derrière on n'a pas d'identité, ça pourrait bénéficier à d'autres utilisateurs. Donc, avoir une identification de ces comptes orphelins, c'est une augmentation de la sécurité, parce que l'idée, c'est vraiment de les bannir sur son système, mais c'est aussi une meilleure gestion, notamment, de l'affectation de licence, sur ces référentiels cibles. Ce qu'on vous, a fait comme extract ici, c'est un exemple de listing de comptes orphelins, qu'on peut avoir sur une solution d'IGA comme Citantia Identity. Là, on a mis en évidence 2 applications cibles, un annuaire, Active Directory. On voit qu'il y a, voilà, il y a 8 comptes orphelins qui n'ont pas de correspondance avec la base d'identité, gérée par la solution d'IGA. Sur le référentiel wiki, on voit qu'on a 6 comptes. Hem, alors sur ces aspects-là, j'ai envie de dire, sur une intégration d'IVA, on va forcément avoir des écarts, et on va identifier ces comptes orphelins. Dans un idéal, à partir du moment où la solution d'IVA va piloter, provisionner, et être autoritaire sur les créations de comptes, d'une application, vous ne devriez ne plus avoir de compte orphelin, parce que même s'il y a des créations manuelles, les synchronisations avec l'IA vont faire que, un compte qui n'a pas de correspondance avec la gestion d'identité, ne sera pas créé et supprimé dans le référentiel cible. Donc à terme, normalement, une solution d'IA vous permet de ne plus avoir de compte orphelin, à partir du moment où la solution, est autoritaire sur le référentiel. Donc c'est vraiment encore une fois, d'augmenter la sécurité et d'éviter d'avoir des comptes, qui sont ouverts parce que aussi une personne est partie en retraite depuis 6 mois et son compte est toujours actif. Une solution d'IGA va permettre de vraiment, ajuster, les accès et les comptes en fonction du statut, et de la situation, courante de vos collaborateurs. Dernier sujet qu'on voulait illustrer en matière de gouvernance, et c'est souvent aussi, un enjeu important où, on va dire dans un mode un peu traditionnel, on n'a pas de solution d'IGA, on a du mal à savoir, qui a accès à quoi et mon application ERP,
j'ai du mal à savoir, qui a vraiment des accès et à quel niveau et cetera. Une solution d'IGA, tout comme pour les comptes orphelins, tout comme pour ce qu'on vient de voir sur l'aspect gouvernance, étant donné qu'on centralise les accès, ben, on peut facilement, faire une revue d'habilitation. C'est simple d'aller éditer un rapport pour savoir quels sont les accès qui sont créés pour l'ERP et on va le voir ici avec un exemple de rapport. Donc sur notre ERP, bah, on voit, rapidement que, on a 9 comptes actifs, 14 inactifs. On voit, les comptes, les identités associées et les droits qui sont donnés, pour les différents comptes. Donc, voilà, on a certains ont le rôle consulting, d'autres les accès admin. Donc ça permet facilement d'identifier les accès qui sont donnés et encore une fois pour les contrôler et challenger, hein. Je rappelle, ce qu'on disait en préambule, le zéro trust, c'est aussi pouvoir contrôler, challenger les accès qui sont donnés. Donc là, typiquement avec une solution DGA, bah, voilà, on peut facilement faire une revue d'habilitation et du coup avoir ce niveau de contrôle. En conclusion, de ce webinaire, l'IGA est le début de la chaîne de mise en place d'une politique de gestion d'accès zéro trust. Parce que mettre en place une solution d'IGA, bah, ça permet de mettre en place le principe du moindre privilège, hein. Au niveau des règles d'habilitation, je donne accès à des personnes uniquement parce ils respectent certains critères, un rôle, des attributs, une place dans la structure. Ça permet de garantir, d'avoir une garantie que les droits qui sont donnés sont seulement les droits et bien que les droits, hein. C'est encore une fois, voilà, je n'ai accès que ce à quoi j'ai besoin d'avoir accès et je n'ai pas un accès large au système d'information. Hem, on centralise la gestion de ces droits, de ces accès et du provisioning en un seul endroit, donc ça facilite aussi la gestion parce que, quand on veut, répondre à une politique de gestion d'accès zéro trust, ben, on voit bien que ça impacte, plusieurs sujets, la partie théorique, la partie pratique. L'intérêt de l'outil d'IGA, c'est qu'en un seul endroit, on va pouvoir gérer, le modèle théorique et le provisioning, réel, dans les applications. Et on garantit avec une solution d'IGA le juste à temps, donner une habilitation en fonction, d'un contexte, en fonction du statut du collaborateur. Donc c'est aussi l'intérêt d'une solution d'IGA, c'est pouvoir piloter et d'affecter, des accès, des habilitations, heu, en temps réel.